que nous disait Emmanuel, je suis le CTO chez Giscard AI, une petite start-up. On a commencé en septembre. Donc nous, notre cœur d'activité, c'est l'assurance qualité des modèles d'intelligence artificielle. Avant ça, donc moi j'ai fait ma thèse plutôt sur les outils pour l'explicabilité de l'IA et aussi comment mesurer les métriques de biais et comment aussi enlever les biais. Je suis prof à Identity. Avant ça, j'ai travaillé en tant que data scientist chez Thales et chez Capgemini Consulting. Et Alex, qui est mon associé, ne sera pas là aujourd'hui, c'est une excuse. Et on a préparé ces slides ensemble, donc il est avec nous. Alors, d'abord, sur notre sujet aujourd'hui, c'est les tests de l'IA. Donc j'imagine que vous êtes au courant que les tests, c'est quelque chose de très courant dans le software engineering de manière générale. Mais en fait, la question, c'est comment on fait pour le machine learning en particulier. En fait, on se heurte à beaucoup d'obstacles très différents. Le premier, alors souvent ce qu'on dit, c'est que ML quality, c'est la même chose que data quality, puisque ce qui rentre dans les modèles, c'est des données. Il suffit de bien vérifier que les données sont bonnes et tout sera réglé. Mais en fait, c'est pas le cas, et loin de là. Alors, première chose, clean data, on peut avoir des données propres et un mauvais modèle. Évidemment, pour les mêmes données, on peut avoir plusieurs types de modèles. Il suffit de prendre une famille de modèles très différentes. Des hyperparamètres différents, vous avez des modèles différents. Donc, évidemment, avoir des données propres ne marche pas. Mais aussi, un autre problème, c'est que vous avez beau avoir une procédure d'apprentissage nickel, si vous avez en production des nouvelles données qui posent problème, en fait, le fait qu'il y ait une interaction entre le modèle d'inférence et les données en production va faire que vous allez avoir des bugs. Donc c'est loin d'être le cas. Data quality dans les données d'apprentissage ne suffit pas pour avoir de la qualité en termes de modèle. Deuxième chose, un deuxième point, c'est qu'en général, quand on teste les modèles de machine learning, des modèles de manière générale, il faut pouvoir décomposer en petits composants. Donc, dire que voilà, ce grand système se décompose en petits composants et je teste les petits composants, je les agrège les résultats de ces tests et je peux avoir une idée de la qualité de mon système en entier. En fait, le problème, c'est que les modèles de machine learning ont du mal à être justement décomposés en sous-composants. Vous voyez un énorme réseau de neurones, c'est un peu difficile d'avoir des critères de qualité de test sur des petites briques du réseau de neurones. Donc ça, c'est un deuxième problème qui fait que c'est difficile. On a un troisième problème qui est évidemment le fait que les modèles ne sont pas déterministes, ils sont probabilistes. Alors probabiliste à plusieurs niveaux. Dans la procédure d'apprentissage, vous avez des procédures aléatoires, vous pouvez avoir du drop-out, vous pouvez avoir de l'agrégation de différents arbres, plein de méthodes qui rendent ça probabiliste. Mais vous avez aussi, dans le cas des modèles d'inférence, vous pouvez avoir aussi de l'aléatoire, ce qui rend compliqué le test évidemment, puisque vous pouvez avoir des résultats différents en fonction de l'exécution du modèle d'inférence. Donc forcément, c'est compliqué. Et un autre problème, c'est le fait que souvent, en machine learning, on a souvent fait du réapprentissage au fur et à mesure. Donc on a des logiciels qui évoluent très rapidement, et du coup les critères de qualité évoluent aussi rapidement, ce qui rend encore plus compliqué le fait d'avoir des critères de qualité. Et troisième grand volet, des gros obstacles du test du machine learning, c'est qu'en fait on a une variété très vaste de critères de qualité. Donc évidemment, on a les critères business, on pense à la performance, et en général, les data scientists ont une grande idée de comment mesurer la performance avec plein de méthodes très différentes. Mais même là-dessus, en fait, rares sont les data scientists qui vont essayer de délimiter des petits scopes à l'intérieur de leurs données, des data slices sur lesquels ils vont vérifier les performances de leur algorithme. Souvent, ça reste une performance globale, ce qui est largement pas suffisant quand on est en prod. Les tests de robustesse aussi, essayer de perturber les données, voir si ça donne des choses cohérentes. Ensuite, on a tous les tests très tech de sécurité, reliability, tous ces grands tests-là, mais ça c'est plus classique dans l'ingénierie logicielle. On a les grands tests éthiques, donc là, j'imagine que vous le savez tous, vous avez des biais que vous pouvez avoir en machine learning. Il y a toute une communauté académique qui s'appelle le FAIRML, qui essaie de créer des métriques de biais. Donc là, on a plein des métriques de biais, statistical parity, disparate impact, on en a plein. Et une chose rare sont les data scientists qui sont tout le temps en train de tester ces trucs-là. Pour la privacy aussi, vous avez plein de choses aujourd'hui, soit vous anonymisez vos données en entrée, soit vous rajoutez du bruit dans la procédure d'apprentissage, ou même l'inférence, avec plein de techniques. Et
et aussi l'environnement, donc soit l'empreinte carbone ou les questions d'efficacité. Alors aujourd'hui aussi il y a des outils, mais ils se mettent assez rarement en place. Donc souvent ça c'est le cas pour les gros modèles, par exemple un NLP, où c'est bien de regarder ces choses-là. Donc voilà, donc on se rend compte qu'il y a vraiment une grande variété de problèmes, et en fait ça a donné lieu à l'existence d'une nouvelle communauté académique qui s'appelle le ML Testing, qui réfléchit à comment tester le machine learning de manière générale. Alors, du coup, cette communauté a essayé de délimiter certains types de tests, et souvent les tests qui sont retenus et qui marchent bien pour le machine learning, c'est le black box testing. On n'est pas obligé de savoir tout ce qui se passe à l'intérieur du modèle, mais on arrive quand même à avoir quelques critères de qualité qu'on arrive à tester. Donc ça c'est un peu le truc global, avec plusieurs familles de tests. Alors juste après, je vais vous montrer comment on les applique concrètement, mais en vrai, je fais la partie un peu théorique. Donc on a les grands tests comportementaux, behavioral tests, qui sont assez connus en NLP aujourd'hui, avec un papier de Rick Béraud, peut-être que vous avez lu, c'est le checklist en NLP, qui permet en fait de faire ce qu'on appelle les tests métamorphiques. Alors on va y venir après, les tests métamorphiques, mais en gros, par exemple, si vous avez du NLP, vous voulez vérifier que si vous mettez des typos dans vos données, vous avez toujours le même résultat. Donc là, c'est des invariances que vous voulez vérifier, et il y a plein de méthodes pour faire ce genre de choses. Donc du coup, avec l'augmentation de données. Vous avez tout ce qui est feature drift, donc ça c'est plus connu, avec, alors là il y en a plein, hein, des distances possibles et imaginables entre des variables catégorielles, des variables numériques, avec des distances aujourd'hui qui sont de plus en plus implémentées, par exemple le PSI, donc Population Stability Index Score, souvent pour les variables catégorielles, le KI2, pour les variables numériques, on a Earth Mover Distance, comme Mover aussi. Et sinon, on fait aussi du drift sur les prédictions, ça c'est super important, c'est ce qui nous permet de pouvoir délimiter des cas de concept drift. Donc voilà, donc ça c'est déjà un peu plus connu. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de faire ça, du concept drift, notamment en prod. Et les tests de performance, alors c'est ce que je disais, c'est aujourd'hui les tests de performance sur des petits slices de données. C'est assez mal fait, pas parce que c'est dur à faire. En général, les tests, c'est assez facile à écrire. Le problème, c'est qu'il faut avoir l'idée du bon scénario de test, et ça, c'est plus compliqué à avoir, l'idée. Voilà. Voilà les grands cas, c'est pour la partie théorique. Avant de rentrer plus en détail sur comment on implémente ces choses-là, alors je peux vous présenter un peu comment nous, chez Giscard, on a vu ce problème-là. Donc nous, on s'insère dans ces outils open source MLOps. Donc on est open source et on essaye de s'intégrer à, d'une part, ce que vous voyez à gauche là, c'est l'ensemble des outils qui permettent de construire des modèles. Alors là aujourd'hui, on prend tous les librairies Python qui permettent de construire des modèles. Ça va de TensorFlow à Scikit-learn, à CatBoost, à ce que vous voulez. Donc on essaie d'être agnostique au modèle. Et en même temps, on a une intégration donc plutôt en aval sur des outils qui permettent donc justement de traquer toutes ces métriques-là, qui sont assez connues, notamment l'experiment tracking, MLflow, weight and biases, et qui permettent justement de manger un peu toutes ces métriques que nous, on pourrait créer. Donc nous, on s'insère vraiment comme un pure player de l'assurance qualité, qui permet ensuite de dispatcher ces outils-là dans d'autres choses. Voilà, ça c'est pour la partie vraiment comment on s'insère dans une plateforme MLOps. Et là, je vais vous faire une démo sur comment ça se met en place de manière générale. N'hésitez pas si vous avez des questions, peut-être à la fin. Voilà. Alors, je mets en grand écran. Alors, on se met à la place d'un data scientist ou un ingénieur machine learning donc, qui crée un modèle. Donc supposons que vous créez votre modèle dans un environnement Python. Donc là c'est un collab, ça peut être autre chose. Et donc là, moi là, pour la démo, je crée un modèle de classification de mail. Donc en fait on essaie de voir dans un mail donné quel est le topic du mail, qui est un cas d'usage quand même assez répandu. Donc partons sur ça.
Donc, vous créez votre modèle. Donc, je passe très vite sur la partie création de modèle parce que c'est pas l'objet du meetup. Ok, alors, comme je vous ai dit, avec Giscard, vous pouvez avoir plusieurs librairies Python. Donc, on a fait une démo sur Scikit-learn, mais là, on va le faire sur TensorFlow. Donc, vous faites votre partie apprentissage. On va vite là-dessus parce que c'est pas le plus important. Et voilà, donc là, on arrive sur Giscard. Donc, qu'est-ce que c'est Giscard? C'est donc vous faites pip install Giscard et vous arrivez, vous devez écrire ce petit bout de code qui est upload modèle NDF. Donc qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est ce qui va vous permettre d'inspecter ce modèle et de créer l'ensemble des tests. Comment ça marche? Ben, simplement, vous donnez une fonction de prédiction qui est simplement une fonction de Python de manière générale. En fait, on n'a pas besoin que ce soit du machine learning compliqué, ça peut être simplement une règle. Il faut juste qu'en input, vous avez des exemples, en output, vous avez des probabilités de manière générale. Vous donnez le type de modèle, donc là c'est de la classif, les différents colonnes à l'intérieur du modèle. En général, on a une seule feature textuelle, mais là pour la démo, on en a plusieurs. La variable target, le nom de la feature, et vous donnez un petit nom à votre modèle. Ça va vous permettre en fait d'envoyer le modèle dans cette plateforme d'assurance qualité que en général les gens installent chez eux. Alors peut-être que ça je vais vous dire, mais en gros Giscard aujourd'hui est utilisé beaucoup par des startups qui font de l'IA ou qui vendent de l'IA. Et aujourd'hui on travaille avec L'Oréal, Wacom, Webedia, c'est pour les grands groupes. Donc voilà, une fois que vous avez uploadé votre modèle avec un petit jeu un petit dataset de validation, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est aller sur Giscard. Voilà, donc là on a uploadé plein de modèles de machine learning, mais celui qu'on prend là c'est le classification de mail, donc hop, hop. Donc vous en tant que data scientist, ce que vous allez faire, vous allez simplement inspecter le modèle. Hop. Je mets juste la target, et c'est parti. Donc l'idée de Giscard, c'est pour n'importe quel modèle de machine learning, vous voulez avoir une espèce d'interface en 2 clics qui va vous permettre simplement de voir le modèle, enfin tout bête, servir le modèle. Et on sait que c'est super important parce que comme je vous ai dit dans les obstacles du testing du machine learning, en fait le gros problème du machine learning, c'est qu'il y a plein de edge cases en fait, des effets de bord, et on a besoin d'avoir du feedback métier pour avoir les idées de critères de test. Sinon, comme je vous ai dit, faire des tests c'est facile, mais avoir l'idée des bons scénarios c'est plus compliqué. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est une fois qu'on a cette interface-là, vous en tant que data scientist, vous avez simplement la possibilité d'inviter, alors ça peut être votre collègue data scientist, mais c'est surtout aussi, là c'est intéressant, c'est la personne métier en fait, quelqu'un qui a une connaissance sur ses mails. Donc vous invitez la personne métier, un business par exemple. Une fois que vous l'avez invité, la personne a la possibilité d'aller se balader d'exemple en exemple, de choisir par exemple le faux positif. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer du feedback de ces personnes-là. Comment ça marche? Comme ça, tout simplement, vous cliquez sur les boutons verts. Alors vous avez plutôt plusieurs boutons verts, ici. On est en train de développer un bouton vert aussi là. Le but, c'est de donner du feedback. Donc là, en l'occurrence, on peut voir une personne qui dit alors je me balade un peu d'abord sur les données. Tiens, là par exemple, là je vois une erreur. C'était prédit en mail d'influence, mais en réalité c'est un mail de régulation. Ok, qu'est-ce qui se passe? Donc, là, comme vous voyez ici, là vous avez une explication. Donc c'est une explication chapelet qui donne un peu les grandes features qui ont vraiment joué sur cet exemple. Donc là, en l'occurrence, comme vous le voyez, c'est le mois qui a beaucoup joué. Pour vous amuser à changer en fait le mois. C'est important. L'une des hypothèses de Giscard, c'est de se dire plus vous avez la possibilité de perturber le modèle, et plus vous avez l'occasion de donner du feedback et de trouver justement les scénarios qui marchent pas très bien. Donc là, je passe à novembre par exemple, et je me rends compte que ça fait tout bouger. Alors, vous voyez que la prédiction vient de changer, et là, hop, je donne un feedback. Là, je m'enlève mon micro. Et je peux dire un truc du genre, c'est pas normal. Changer le mois, bouge autant d'après. Et en fait, l'idée de ces feedbacks complètement qualitatifs, hyper bruts, très subjectifs aussi, c'est que vous laissez normalement 1 heure, un petit workshop à une personne métier, et ce que vous récupérez derrière en tant que data scientist, c'est ça. C'est en fait une liste de feedback. Alors là, c'est ce qu'on a fait de travail, on a partagé ces choses-là à des gens, et voilà ce qu'on a.
attention à la data personnelle, I don't understand, ne doit pas utiliser des mails privés, should not be a numerical variable, not very interpretable, too sensitive to months, need to discuss the seasonality, machin. On a plein de feedbacks très différents, qu'en tant que data scientist, c'est un peu dur d'avoir ces feedbacks-là, puisque bon, souvent on a la tête dans le guidon quand on crée le modèle, et on n'a pas la connaissance métier non plus pour avoir ce type de feedback. Donc du coup, une fois qu'on a les feedbacks, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où il y a le travail des data slides, justement. Je sais pas, par exemple, là je prends ce feedback-là, it should not change that much. Ok, moi je clique dessus, et vous en tant que data scientist, en général, la personne métier ne va pas forcément bien qualifier son problème, donc vous pouvez lui demander plus de détails, c'est-à-dire, et là vous avez une fonctionnalité de chef. Voilà, un truc comme ça. Ce que vous allez faire, c'est créer des tests. Et là, c'est là que vous allez créer des tests. Alors, justement, sur un feedback de ce type-là, on a vu qu'en passant de juin à mai, de juin à janvier, ça change les données. Donc on peut se dire, tiens, pourquoi pas créer un data space où j'extrais uniquement les données telles que, si je change de juin à janvier, ça change ma prédiction, qui fait partie en fait d'une sous-population de ma donnée. Donc je peux créer ce qu'on appelle un data slice. Alors le terme slice c'est très connu pour les gens qui font de la data augmentation, des outils comme Snorkel permettent justement d'utiliser ces slices-là pour augmenter la donnée. Donc c'est le même terme qu'on a pris. Donc vous créez vos data slices et à partir de ces data slices, vous allez directement dans la partie test de l'outil. Alors, voilà. Allons dans la partie test. Donc, je veux créer un test. Comment ça marche? Donc je dis demo meetup. Je prends le modèle. Oula, il n'y a pas de modèle ici. Je suis pas dans le projet. Est-ce que je suis connecté en fait? Prenons du coup un autre modèle. Ok, je pense qu'il y a mes collègues qui vont enlever les modèles en même temps que. Parce que j'ai essayé il y a une heure, ça marchait. En fait, donc il n'y a pas de modèle qui est uploadé, ce qui est assez problématique. J'espère que là-dessus, vous avez des modèles. Vous avez des questions? Quelqu'un a des questions en particulier pour le Jean-Marie? Ouais, moi j'avais une question. Du coup, à part les problèmes de classification, vous réglez quoi aussi comme. Enfin, traitez quoi comme autre type de problème? Ça peut être régression, peut-être classification multiclasse aussi, NMR. Alors, le but c'est d'arriver à tout traiter, mais évidemment, on est une équipe limitée encore aujourd'hui, donc on est 7 aujourd'hui. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on fait donc tout ce qui est classification, multiclasse, ainsi de suite. On fait la régression aussi. Et on fait pour du texte, de la catégorie numérique. Par contre, ce qu'on ne fait pas encore, c'est la computer vision. Donc, merci. En fait, la computer vision, on le fera plutôt l'année prochaine, normalement à partir de février. On n'arrive pas à tout faire en super. Alors du coup, je vais sur la partie. Alors je vais prendre un autre projet, House Pricing. Donc là, supposons qu'on fasse on essaie de l'agrégation pile poil, donc c'est essayer de pricer des prix de maison. On a pris ça sur Kaggle, ce dataset.
Donc du coup, supposons que je veux créer une batterie de tests, ce qu'on appelle une test suite, pour un certain modèle. Donc là, c'est un random forest. Je donne ma donnée de test, je peux donner une donnée de prod aussi, et une donnée train. Allez, hop, c'est parti. Et là, l'idée, c'est qu'on crée un ensemble de batteries de tests, des tests que vous avez vus là dans les slides, Cosmograph, Keysquare, toutes ces choses-là, on les crée d'un coup par une fonctionnalité qui est automatique, qui nous permet en fait de les générer automatiquement. Ce qui permet en fait de les runner tous d'un coup, c'est quelque chose qu'on propose. Après, évidemment, en fait, les tests les plus intéressants, c'est les tests qui sont issus des feedbacks, donc ceux qui ont fait l'objet de data slices. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on génère automatiquement, donc des tests sur des data slices de perturbation, d'état fixe, ce genre de choses. Et du coup, ça vous donne, en fait, si vous les renez tous, une idée du test qui fail ou qui marche. Là, en l'occurrence, ça prend du temps à mener, parce que j'ai mis un dataset un peu gros. Et évidemment, si vous avez envie de regarder à l'intérieur d'un des tests, voir pourquoi ça fait pas, ou aussi créer des nouveaux tests très particuliers, nous, il y a deux possibilités. Soit vous les créez directement à partir de l'interface, donc par exemple, là je prends un test de Cosmograph Simulab, on met directement le code, ce qui vous permet de créer un test, ou soit en fait vous contribuez directement, c'est un projet open source, si vous avez une idée d'un test qu'on ne prend pas en compte. Là aujourd'hui on a une trentaine de tests. Évidemment, on n'a pas tout, hein, il y en a plein d'autres. Voilà, les tests qu'on a aujourd'hui pour la classique, la régression, le data juge. Et on peut créer d'autres types de tests sur ces data slices, et ainsi de suite. Donc voilà, avec une doc qu'on est en train d'étoffer au fur et à mesure, parce que quelquefois ça peut être un peu complexe à avoir en tête les tests. Ouais. Bah, du coup, moi j'ai fini. Je passe à l'étape question. Donc n'hésitez pas, si vous voulez tester Giscard, d'aller sur notre doc ou sur notre compte GitHub. Voilà le lien. Et nous, on est à la recherche de data scientists, de ML engineers qui sont prêts pour être bêta-testeurs. C'est notre outil. Pour l'instant, on n'est pas complètement officiel. On fait un lancement vraiment officiel plutôt en septembre ou en octobre. Pour annoncer notre levée de fonds, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on est super preneur de bêta-testeurs, c'est ce qui nous permet d'avancer. Voilà, merci beaucoup. Donc, merci Jean-Marie. Donc, si vous avez des questions à ce niveau-là pour son talk, n'hésitez pas. Pas de questions. Merci beaucoup Jean-Marie. Est-ce que vous planifiez un petit peu de vous intégrer avec les solutions de CI/CD à un certain moment? Oui. Alors, là aujourd'hui, ce qu'on fait sur les solutions de CI/CD, c'est là, vous voyez les tests que vous avez vus dans la phase 8, ça va créer un repo et une API que vous pouvez appeler dans votre GitHub Action. Si vous voulez, par exemple, dès que vous faites un pull request ou un merge dans je ne sais quelle branche, vous voulez automatiser les tests, vous pouvez directement appeler tout le repo créé par Giscard. Donc ce repo-là, c'est vraiment un repo Python que vous avez, vu que l'outil dans open source, vous l'avez déjà, mais on est en train de faire une intégration un peu plus poussée avec GitHub Action en ce moment. J'ai une deuxième question. Vos tests qui tournent du coup sur quoi derrière? C'est sur vos machines ou vous avez des intégrations avec sur vos machines à vous en fait, parce que... Ah ok, c'est nous qui déployons Giscard et qui Ouais. Après on a une version SaaS aussi, mais j'imagine que les versions déployées chez vous a peut-être plus de sens. Enfin concrètement Giscard, qu'est-ce que c'est? C'est des images Docker que vous installez chez vous en fait, avec du Docker Compose. Du coup, j'avais une question liée. J'ai pas bien compris du coup quand ces tests sont voués à tourner. Justement, c'était une très bonne question pour introduire ça parce que du coup, si mon test est voué à tourner dans une CI/CD, c'est que je suis en train de faire une release de mon application. Oui. Mais du coup, ça ne veut pas dire que je vais déployer une nouvelle version de modèle sans changer de version d'application? Plutôt, dès que vous changez de version, ouais. Vous upgradez votre modèle, vous avez un meilleur modèle, je ne sais quoi, vous avez une nouvelle donnée en production, vous réapprenez, vous pouvez lancer toute cette batterie de tests pour être sûr que, en général, que ce modèle-là ne fasse pas de régression par rapport à votre modèle précédent. C'est vraiment la phase du data scientist qui crée son nouveau modèle. Et ensuite, ces tests, évidemment, vous pouvez les avoir en prod qui tourneraient sur un batch de données tous les, je ne sais quel, que vous schedulez,
Mais la première étape, c'est de le faire déjà quand vous upgradez vos modèles. Ok, donc pas forcément dans une CI/CD, peut-être dans la première, si c'est concomitant avec une release d'application, mais en plus, si on a un nouveau modèle une fois par mois qui est automatisé, ben dans cette pipeline qui entraîne, à la fin, on lance les tests avec JSK. Ok. Exactement. Ok, donc. Ok, je comprends. Merci. J'ai une petite question sur les valeurs de Shapley. Je sais que sur certains modèles, c'est très long le calcul. Comment est-ce qu'on va gérer ça? C'est une excellente question. Donc, effectivement, c'est super long. En fait, nous, l'idée de Shapley, c'est d'avoir un masque. Donc, le background de Shapley, plus il est gros et plus c'est compliqué. Donc, nous, c'est vrai que là, on fait un background relativement simple. Mais l'idée de Shapley, c'est pas non plus d'avoir des valeurs qu'on peut croire sur parole. Le but de Shapley chez nous, c'est juste de générer du feedback pour avoir une idée des features qui marchent, qui contribuent beaucoup au modèle. Donc voilà, c'est pas non plus très problématique si Shapley n'est pas exact. De toute façon, Shapley est basé sur tellement d'hypothèses que c'est pas le but non plus. Merci beaucoup Jean-Marie. Du coup, là, on va passer au second talk. Donc ça va être Philippe. Et merci beaucoup Jean-Marie.